7 août 2014. Merci d'être à l'écoute de Rémi Ménage, qui reçoit donc Ousmane Khouma, directeur des études de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, enseignant. Il enseigne le droit public à l'université Cheikh Anta Diop Dakar, à la faculté des sciences politiques et juridiques. Et ensuite, l'autre invité, c'est Mamadou Wan Dimaou, sociologue et ancien de l'UNICEF, ancien aussi du PAI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez bien que l'actualité depuis quelques jours, c'est le procès de Karim Wade. Nous avons assisté pendant plus de 2 semaines à une bataille de procédure. Là, quand il est terminé cette bataille de procédure, nous en sommes encore peut-être encore dans cette bataille de procédure. Il y a eu aussi ce qu'on appelle le débat au fond. M. Karim Wade n'a pas voulu répondre à la Cour. Sa seule réponse par rapport aux questions qui ont été posées par la Cour, c'est qu'il ne peut pas répondre tant que Bibo Bourgi n'est pas allé se faire soigner et revenir pour qu'il puisse parler à la Cour. Ousmane Khouma, comment analysez-vous cette attitude de M. Karim Wade? Bonjour Alassane, bonjour M. Wan, bonjour aux auditeurs de la RFM. C'est toujours très délicat pour un juriste de se prononcer sur une affaire en cours, mais elle est tellement d'actualité importante qu'on ne peut pas totalement se dérober. Votre question, comment analyser l'attitude de M. Karim Wade? D'abord, dans le cadre d'un procès, le Sénégal est une démocratie et le procès, on le souhaite équitable jusqu'au bout, il convient de bien juger. Et pour bien juger, il y a le principe du contradictoire qui existe dans notre droit. Dans ce principe du contradictoire, il y a bien sûr les principes du droit de la défense. M. Karim Wade a la possibilité d'organiser sa défense comme cela lui convient. Mais c'est un droit. Et on peut renoncer à exercer un droit. Ce n'est pas une obligation pour lui d'exercer ce droit ou non. Donc pour le moment, la stratégie semble être de dire que le procès a des relents politiques. Ce serait pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2017 et que donc en définitive, si une autre personne accusée de complicité, M. Bourgi, n'a pas été soigné et n'est pas en état physique de se défendre, il refuse de répondre aux questions. Je veux dire, c'est un droit. Bon, maintenant, est-ce que ça va créer des blocages ou non? Vous savez, à côté d'un procès équitable, à côté du principe du contradictoire, les droits de la défense d'un côté et le travail de l'accusation, vous avez aussi la souveraineté de la justice. Je veux dire, M. Karim Wade est un citoyen comme un autre. Bon, donc il a des droits de se défendre. Mais dans le même temps, il y a un autre principe qui est la souveraineté de la justice. C'est-à-dire que l'organisation même du procès dépend du président du tribunal qui va conduire les choses, qui va décider ou non. Est-ce qu'il va suspendre parce que M. Bourgi, etc., a des raisons médicales? Est-ce qu'on interroge M. Karim Wade? Ainsi de suite. C'est ça la souveraineté de la justice. C'est-à-dire que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Le propre de la souveraineté est de s'exercer sans compensation. C'est un pouvoir de droit suprême et originaire. Pouvoir de droit parce que ça ne réclame pas de la force. Je veux dire, c'est dans le cadre du respect des procédures. Mais Karim Wade est un citoyen avec ses droits, il peut les exercer ou y renoncer, mais il n'est pas souverain en la matière. Celui qui est souverain, c'est le tribunal. C'est le tribunal qui décide au nom du peuple sénégalais. Donc c'est une stratégie, bien sûr, élaborée avec ses avocats. Il en a le droit. L'accusation et la partie civile font aussi leur travail. Le tribunal fera son travail et pourvu que le procès soit équitable pour notre démocratie, pour honorer le Sénégal. Oui, M. Maouane, est-ce que vous pensez que la stratégie prise par Karim Wade et même aussi par les avocats de la partie civile dans ce procès, est-ce qu'un jour on pourrait connaître la vérité? Oui, je pense que tout d'abord, je salue le professeur Khouma. Je vous remercie également de m'avoir invité. Je salue également tous les auditeurs qui aiment cette émission. Maintenant, dans la présentation, vous m'avez présenté comme un ancien du pays, mais c'est plutôt du ML. C'était la première organisation pratiquement maoïste au Sénégal. Alors, ceci étant dit, comme je vais établir l'histoire, je vais dire que, moi je pense que il a donné une lecture juriste, moi je vais donner une lecture sociologique. Un procès, c'est pour faire éclater en principe la vérité. C'est pour faire éclater la vérité, mais la vérité, elle est partisane.
elle peut être subjective, elle peut ne pas être objective. Et parce que c'est un État qui juge. Il a dit au nom du peuple, mais c'est un État qui juge. Et l'État qui juge, c'est quand même, il faut le reconnaître, bon, c'est un État qui juge, c'est une institution en principe, il y a le principe de séparation du pouvoir, mais il y a un biais par lequel l'exécutif arrive, parce que la composition de la Cour, à mon avis, assure aussi une présence de l'exécutif. Donc, à mon avis, il y a un biais, quelque part, pour les puristes qui veulent véritablement la séparation entre l'institution judiciaire et l'exécutif. Mais la constitution même de la Cour, par le fait que, d'abord, ce n'est pas une Cour ordinaire, il faut le reconnaître, c'est une Cour spéciale qui est déjà déséquilibrée, parce que le principe, c'est le principe, à mon avis, le principe de la justice, c'est quand même le principe, comme vous l'appelez, de la présomption d'innocence. Et comme il a dit aussi, c'est la possibilité de se défendre, parce que le procès, qu'on le veuille ou non, il est éminemment politique. Du point de vue de la sociologie, c'est un procès politique. Pourquoi je dis le Pourquoi procès sociologiquement c'est un procès politique? Parce qu'on juge un ancien ministre. Quelle que soit la Cour, on juge un ancien ministre. Un ancien ministre, il est politique. Sa posture est politique. Même si on le jugeait pour une affaire qui n'était pas l'affaire durant l'exercice de son magistère politique, c'est quand même le personnage, il est politique. Et à mon avis, on est quand même dans le sens, ce qu'on appelle en philosophie le sens. Et quand on est dans le sens, on est obligé de prendre des symboles. Et les symboles vous renvoient à des catégories. Et dans les catégories, c'est un politique, premièrement. Deuxièmement, si vous voyez également, c'est le fils d'un ancien chef d'État. Donc c'est pas n'importe qui. Bon, je ne dis pas que le fils du chef de l'État a plus de privilèges, moi, toi ou d'autres Sénégalais, mais quand même, du point de vue de l'origine socio-professionnelle, quelque part, de l'origine, c'est quand même le fils d'un ancien. Donc, l'environnement du procès, subjectivement, il est politique. Est-ce que la vérité va éclater? Parce que vous avez quand même une contradiction. Ceux qui accusent en disant que la personne en question s'est enrichie de manière illicite, et l'autre qui dit non, qui ne s'est jamais enrichi de manière. La vérité va éclater comment? Je sais que la vérité qui peut sortir de là peut ne pas être la vérité historique, ni la vérité, elle peut être la vérité de vainqueur, quelque part, et j'ai un peu peur. Je dis que moi, je doute un peu comme je vois les choses se passer pour le moment. Vraiment, sur le point bien précis, il y a des accusations et la réfutation de ces accusations. Beaucoup disent que la reddition des comptes est une demande sociale et c'est aujourd'hui peut-être ce que le Sénégal avait demandé à ce que ce nouveau régime mette en place. Mais est-ce que l'approche et la façon de faire était la bonne? La question est intéressante et j'ai bien aimé l'intervention de M. Won sur l'approche sociologique. Et là, le droit et la sociologie se rejoignent. Dans un procès pénal, tout est symbole. Le premier acte de justice, ce n'est même pas le code, il est symbolique. Regardez juste la façon dont ton tribunal est fait. Et quelle est la finalité? Justement pour permettre de faire éclater cette vérité. C'est-à-dire que la finalité, c'est de terminer les différends, lutter contre l'impunité et restaurer l'harmonie sociale. Ça rejoint votre question. On arrive au moment de l'alternance. Certains compatriotes sont choqués en disant qu'il y a des personnes qui se seraient enrichies de façon éhontée. Le pouvoir est sommé de faire la lumière et donc à partir de ce moment-là, certaines personnes sont interpellées. Et le procès phare, c'est le procès auquel nous assistons aujourd'hui. Donc c'est ça la chronologie de l'affaire. Et dans la dimension symbolique et politique que vous évoquez, est-ce qu'on peut faire éclater la vérité? La vérité sera nécessairement judiciaire. Ce ne sera pas une vérité divine.
Et donc, une vérité judiciaire est nécessairement partisane du seul fait que vous avez d'une part une accusation et une défense, et que donc, quel que soit ce que vous direz être la vérité, vous aurez des arguments pour ou contre. Et c'est pour cela que je parlais de la nécessité de bien juger, d'organiser un procès équitable et de la souveraineté de la justice. Un dernier ressort, c'est qui est compétent pour faire quoi? La défense a des droits, l'accusation a des droits, la partie civile et le tribunal a des droits au nom du peuple sénégalais, pour faire éclater une vérité qui sera une vérité judiciaire et donc nécessairement partisane. Et le relent politique que vous évoquez dans ce procès, nécessairement, fatalement, je veux dire, il y a l'aspect judiciaire qui est l'indépendance de la justice et c'est toute la difficulté qu'un juriste a à se prononcer sur une affaire en cours. Et à côté de l'aspect pur judiciaire, vous l'évoquiez, un ancien ministre, un fils de président qui lui-même dit en 2017, je voudrais me présenter, c'est peut-être pour ça donc nécessairement, même en respectant l'indépendance de la justice, il y aura des prolongements politiques. Ça, c'est une évidence. Et donc, de ce point de vue-là, si on veut rendre service au peuple sénégalais, parce qu'en définitive, la finalité, c'est lutter contre l'impunité, la vertu pédagogique de la chose, si jamais il est établi que ces choses-là se sont produites, que ça soit dissuasif pour le futur et que la personne soit sanctionnée, etc. C'est ça la vertu. Et restaurer l'harmonie sociale pour que les Sénégalais retrouvent confiance en leurs hommes politiques si jamais les faits sont établis. Attention à la présomption d'innocence. Donc c'est ça la finalité. Et le procès n'est qu'un instrument pour arriver à cela. Mais à partir du moment où la personne qui est poursuivie a ce statut-là, nécessairement on politise le procès. Il faut faire très attention à la pédagogie autour de ce procès pour que la finalité ne soit pas dévoyée. C'est-à-dire que c'est le peuple sénégalais qui a fait l'alternance, qui a dit, il semblerait qu'il y ait des scandales, il faut peut-être faire la lumière. La justice est indépendante et souveraine, elle a l'opportunité des poursuites, on peut dire pourquoi un tel, pourquoi pas un tel, il ne m'appartient pas de le dire, mais à la condition de ne pas perdre cette vertu-là pédagogique, parce qu'on perdrait alors la finalité. Et de ce point de vue-là, puisqu'il y a des relents politiques, la communication est extrêmement importante. Et donc, bien sûr, que ce soit la partie civile, l'État, que ce soit la défense, joue là-dessus. Et c'est légitime et c'est normal. Il s'agit d'un procès avec des accusations et chacun utilise les armes. Et nous sommes là dans une station de radio en train d'en parler. Donc, procès judiciaire, oui, des prolongements politiques, oui, mais pour le bien de notre pays, au nom du peuple sénégalais, pour la finalité de ce genre de procédure, sans faire de fixation sur un individu donné, il faut faire très attention à la vertu pédagogique, à la communication, pour ne pas passer à côté de ce contre quoi on lutte. Oui, mais dans ce procès, il y a Bibo Bourgi qui semble être une pièce centrale de ce procès. On a vu aujourd'hui la bataille qui se déroule autour de Bibo Bourgi, surtout de sa maladie. Les médecins de Bibo Bourgi, c'est d'abord un juge qui ne peut pas soutenir un procès parce qu'il est très malade. La partie civile qui accuse dit que Bibo Bourgi fait du cinéma aujourd'hui. On voit des images à la télévision sur une personne couchée sur une civière, d'autres disent que c'est du cinéma qu'il est en train de faire. Certains avocats disent qu'un malade n'a pas le temps de faire un enfant. C'est toute la maladie qu'il aurait eue comme infection urinaire. Moi, je pense que le phénomène Bourgi est un phénomène indicateur de l'échec de ce procès. Pourquoi ? Je le dis parce que quand on parle d'un tel procès avec beaucoup de milliards, pour nous, contribuables sénégalais, qui nous levons à 4 heures du matin pour aller chercher notre dépense quotidienne, c'est quand on nous parle de ces milliards et que finalement le procès aujourd'hui, l'affaire Bourgi, sa maladie ou pas, devient quelque chose qui risque même de bloquer le procès. Mais franchement, je dis qu'il y a un problème, parce que moi je me disais, il y a déjà des preuves qui ont été assemblées. C'est comme quelqu'un vous vole, vous prenez les voleurs, que vous ayez un témoin ou pas, vous n'avez pas, à la limite pour moi, besoin d'un témoin pour comment dirais-je, condamner ce voleur, parce que vous l'avez pris la main dans le sac. Donc pour moi aujourd'hui, un procès qui est politique, parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'il y ait un tel procès. C'est comme la symbolique du procès de Mamadou Dia, l'ancien Premier ministre.
Moi, je pense que le procès de Karim Wade est la deuxième symbolique. Moi, je pense, du point de vue historique, référence historique, c'est comme l'affaire Dreyfus. Ça va rester comme l'affaire Dreyfus. Je pense que on aurait dû présenter des choses aussi évidentes qu'on n'aurait pas besoin de dire aujourd'hui que M. Wade est malade. Bon, le procès, on cherche. Je pense que ça, c'est... Du point de vue maintenant de la sociologie, le fait de voir quelqu'un malade, c'est refusé par notre morale religieuse qu'on le traîne devant un tribunal. Et il ne faut pas aussi qu'il y ait un conflit entre normes juridiques, même si ces normes juridiques sont assises sur l'état de droit et normes sociales et normes culturelles. Moi, je suis heurté en tant que Sénégalais, en tant que croyant, en tant que musulman, en tant que républicain, en tant que, je veux dire, un intégriste, dans une certaine mesure, du droit des individus, la protection des individus, le côté sacré de l'état de droit, la défense des droits humains, qu'on veut coûte que coûte arriver à faire, je ne sais même pas si c'est faire témoigner ou auditionner. Moi, je pense que le temps de la justice n'est pas le temps du politique, le temps de la justice n'est pas le temps de la sociologie, le temps de la justice n'est pas le temps des droits humains, parce que des fois, il y a ce conflit, parce que la justice, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose, à mon avis, d'hégémonique où tout est lié. Non, c'est aussi traversé par la contradiction. Et aujourd'hui, moi, je pense que du point de vue de la sociologie, ce qui serait intéressant, le principe de dire qu'il faut rendre compte, oui, il faut rendre compte. Nous sommes tous d'accord, il faut rendre compte. Le principe de l'impunité, oui, le principe de l'impunité. Mais moi aussi, je me sens des fois qu'il y a une impunité. Quand on m'amène une facture d'eau extrêmement excessive et que je n'ai pas de recours, je sens qu'il y a une certaine impunité quelque part quand on m'impose de payer ça. Quand on te coupe le courant, quand par exemple on ne te paye pas, quand les étudiants restent 10 mois sans recevoir et qu'aujourd'hui la seule réponse c'est pas de dire oui, on va améliorer le système pour payer à temps parce que c'est votre droit. Ça aussi, c'est le côté. Donc, j'ai fait exprès de provoquer comme ça pour vous dire que du point de vue de la perception de l'impunité, c'est à plusieurs niches. Il y a plusieurs niches d'impunité. Donc, moi, je pense que la niche la plus élevée aujourd'hui, comme vous dites, il y a eu alternance. On a confié le pouvoir démocratiquement à une équipe. La tâche première de cette équipe, c'est de continuer à construire les cohérences de notre société. Parce que quand les cohérences sont cassées, on est dans ce qu'on appelle les périodes de dépression. Et dans les périodes de dépression, ça devient des périodes très dangereuses. On n'est plus à l'écoute. Même si vous avez raison, les gens vont dire, ah non, Alassane est poursuivi parce qu'il y a un règlement de compte. Donc moi, je pense que pour revenir à M. Bourgi, et je souhaite bon rétablissement à M. Bourgi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est l'indicateur de l'échec de ce procès quelque part. Mais justement, comment gérer cette contradiction dont tu parles, juridique et culturelle, sociétale, cette dépression aujourd'hui dans laquelle, semble-t-il, selon M. Mouawan, nous sommes dans ce pays, dans la gestion même de ce procès comme indicateur? Son analyse est intéressante et sa conclusion est définitive. Il a déjà conclu à l'échec du procès en l'argumentant, c'est son droit le plus absolu. Mon point de vue, Alassane, sur effectivement les symboles et donc les images, c'est que du point de vue de l'humanité, du point de vue de la dignité, du point de vue de ce que notre pays représente, à la fois comme réalité, comme espérance symbolique dans le monde, du point de vue historique de ce qu'est ce procès-là, je parlais de la pédagogie et de la communication auquel il faut faire extrêmement attention. Il est évident que tout être humain, y compris le président du tribunal, y compris sans doute le procureur, y compris tout le monde, voit une image déplaisante d'un individu qu'on conduit dans une salle d'audience sur une civière perfusée. Vous parliez de témoins poursuivis pour complicité. Bon,
Donc l'image en soi est déplaisante. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes ne croient pas à cette image en disant oui, que c'est des cinémas. Alassane, ça, je n'ai pas les éléments du dossier pour le dire. Monsieur Wan évoquait un autre symbole. On est là dans la symbolique et le droit. En disant, par exemple, quand des étudiants n'ont pas touché 10 mois, il est exécrable de voir des images des personnes chargées de la sécurité casser des ordinateurs et qu'il y ait mort d'homme. Vous voyez, du point de vue des symboles, il y a des choses qui peuvent gâcher un procès historique. Maintenant, alors, je parlais de la souveraineté du président. Nous n'avons pas les éléments du dossier. C'est-à-dire, on a demandé l'avis de médecins. Le président a considéré que les soins pouvaient être prodigués au Sénégal. À partir de ce moment-là, on l'amène pour comparaître. La défense et M. Karim Wade disent, non, tant qu'on ne l'évacue pas en France pour se soigner, on refuse de parler. Vous voyez, c'est qui a compétence pour faire quoi? Karim Wade ne peut pas décider du déroulement de son procès. C'est un citoyen avec des droits de défense. La souveraineté revient là au tribunal, qui saisit des médecins. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas les pièces du dossier. Et cet avis du médecin est soumis à un président du tribunal qui décide. Alors vous me dites, il ne croit pas à l'image, etc. En tout cas, l'image existe et elle choque tout être humain. Alors, d'un point de vue purement juridique cette fois-ci, vous avez quelqu'un qui est accusé de complicité sur des sommes aussi faramineuses. Et donc, avec les sanctions éventuelles que cette personne encourt. Cette personne, probablement, a la nationalité française. Vous dites, on l'évacue en France. Je ne suis pas en train de prendre parti. J'essaie d'analyser juridiquement. Mais la France refuse d'extrader ses nationaux. Si M. Bourgi part en France, s'il dit à son autre pays, puisqu'il aurait le passeport français, je ne veux pas retourner au Sénégal, la France ne va pas l'extrader, et donc on n'entendra pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de partir, je dis juste que nous n'avons pas les éléments du dossier qui permettent à un président de tribunal de dire je fais comparaître ou pas. Mais ceci étant dit, c'est extrêmement choquant pour tout individu de voir quelqu'un amené dans une salle d'audience sur une civière et des perfusions, comédie ou pas. Du point de vue de la communication, de la pédagogie et de l'image, on aurait sans doute dû prendre les précautions pour que cela ne se produise pas. Pour aborder le deuxième point de notre débat, c'est la situation économique du pays. Depuis plus de 6 mois, on nous parle du plan Sénégal émergent. Le gouvernement est parti en France avec les bains de fonds dits traditionnels. Il parle de 6 000 milliards de francs CFA qui devraient être investis dans l'économie sénégalaise. La presse a écrit la fois dernière que le trésor public a 950 milliards de francs CFA. Mais jusqu'ici, il y a un problème pour faire démarrer le projet du PCE. À votre avis, c'est quoi le problème? Pourquoi? Moi, je pense que, avant juste, avec votre permission, je ne parle pas d'un échec global du procès. Je dis que c'est un élément qui participe et qui renvoie à ça. Donc, moi, je reviendrai également. Il faut voir aussi qu'on n'a pas le même niveau d'éducation. Il y a des gens qui ont cette éducation, oui, il y a la séparation, mais chez moi là-bas, à Bumba ou à Canel, le juge qu'on l'âme, hein, c'est l'État. On ne fait pas cette différence. Hein. Ça, c'est très français, je m'excuse. Hein. Très 1789, jacobin, et c'est ça le problème également que nous avons pour pouvoir apprécier un certain nombre de choses. Nos institutions ne sont pas adaptées à ne n'ont jamais été dans le réseau, notre propre réseau. On est connecté sur un réseau qui s'appelle l'héritage colonial de l'État, l'héritage colonial du système judiciaire. On est connecté sur un réseau, je ne sais pas si c'est 3G ou 4G, en tout cas c'est un réseau qui s'appelle l'État, à mon avis, à la limite jacobin, très centralisé. Donc à mon avis, et en même temps très puissant. Il n'y a pas un équilibre de pouvoir. On n'a pas cherché, par exemple, à quand même aussi chercher dans notre propre histoire politique, institutionnelle, pas seulement histoire sénégalaise, mais histoire africaine, pour prendre des éléments aussi
pour avoir un truc fonctionnel. Peut-être qu'ils n'ont pas assez lu la chasse du Mandé, non? Peut-être. Mais en tout cas, il y a un effort à faire. Oui. Et par rapport au plan Sénégal émergent? Alors maintenant, pour le plan Sénégal émergent, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une capacité. Au départ, un État de sécurité. Écoutez, il y a ce qu'on appelle la gouvernance des hommes et la gouvernance des choses. La gouvernance des hommes, ça veut dire détenir une certaine capacité. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant, et c'est bon qu'on dise qu'on n'a pas de capacité de piloter des programmes et des projets, parce que le plan, c'est un plan. Mais maintenant, il faut le traduire au point opérationnel et en termes de programme opérationnel. Et à ce niveau, je regrette qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas, si c'est le cas, qu'on soit réduit à ça. Bien que moi, je n'ai jamais cru à un plan émergent, financé par l'extérieur, ce mythe de l'extérieur, et surtout de l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, penser qu'ils détiennent encore notre avenir économique, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est toujours être dans cette muraille de paresse politique et intellectuelle et qui nous pose énormément de problèmes. Mais étant, je suis d'accord avec vous pour essayer de dire la vérité, de voir le réel. Le réel aujourd'hui, s'il y a de l'argent qui a été mobilisé, si nous n'avons pas de programme, je dis qu'avant de mobiliser cet argent, il fallait déjà avoir des programmes qui sont prêts. Et je pense que ça, c'est vraiment la maladie de gouvernance sénégalaise. Moi, par rapport à cette question bien précise, l'argent est là, mais les ministères n'ont pas les capacités de mettre en place peut-être des projets et de dérouler. C'est ça qui a été écrit dans la presse la fois dernière, qu'il y a 950 milliards de francs CFA au trésor, mais que dans certains ministères, les équipes ne sont pas là, que les choses ne sont pas prêtes pour dérouler le programme. C'est un problème de ressources humaines ou de capacité de délivrer. Merci Alassane pour cette question plutôt économique. Je suis très tenté de répondre en 30 secondes aux provocations de notre ami sociologue avec des argumentations très intéressantes par ailleurs, mais juste très rapidement sur ce procès qui serait très français, très jacobin, très 1789 et que par exemple chez lui à Canel, etc., Niao Kolamdo, le juge est roi parce qu'il est le détenteur du pouvoir. Bon, personnellement, je ne me sens pas visé et quand bien même ce serait très 1789, cet article que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, tous les hommes sont égaux en droit. Oui, si c'est 1789, je suis quand même preneur pour mon pays. Qu'on soit ancien fils de chef d'État ou fils d'ouvrier, quand on est accusé d'avoir commis des faits, on doit répondre de ces faits et se défendre dans un procès le plus équitable qui soit, et que ce soit un héritage colonial ou pas, c'est ce à quoi on aspire dans le cadre d'une démocratie. Qu'il faille contextualiser la justice, qu'il faille adapter, sans doute améliorer, mais dans l'état actuel des choses, un juriste, tel est notre droit, on doit le faire respecter, quitte ailleurs dans d'autres enceintes à proposer des améliorations. Et je n'ai absolument aucun complexe si la référence est 1789 et si l'héritage colonial est français, parce que je ne suis pas responsable de ça. Et dans ce 1789-là, il y a l'idée que tous les hommes sont égaux en droit, fils de chef d'État ou fils d'ouvrier. En droit, c'est-à-dire que Karim Wade a aussi des droits, c'est-à-dire un procès équitable et qu'on respecte la présomption d'innocence. Mais c'est pas parce qu'il est fils de chef d'État qu'il doit y échapper. Si ça c'est 1789, eh bien bravo que le Sénégal ait intégré 1789 dans son corpus. D'un point de vue économique, Alassane, sur le plan Sénégal émergent, nous avons des documents de la presse qui font état de beaucoup d'argent qu'on ne pourrait pas utiliser faute de projets fiables. Bon, si tel est le cas, ce serait quand même assez choquant compte tenu de la situation économique du pays. Ce plan est très bien conçu, en tout cas sur le papier, et même réfléchi intellectuellement avec cette articulation, avec toutes ces stratégies de réduction de la pauvreté sur 10 ans à partir de 2012. On dit il faut mettre de la cohérence, il faut un document de référence, c'est-à-dire l'État du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, un partenariat public et privé et l'idée de participation citoyenne.
Et donc, ça a été plébiscité comme plan. Donc, ça veut dire qu'il est cohérent. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent disponible? Ça, c'est la presse qui le dit. Donc, on ne sait pas. Mais s'il y a de l'argent disponible et qu'on ne puisse pas utiliser cet argent parce que le projet n'existerait pas, ne serait pas solide, je suis très sceptique sur ce genre d'argument parce que quand même, on a de l'expertise et des ressources humaines. Le vrai problème dans le cadre de ces plans, parce que quand on me dit plan Sénégal émergent, je dis mais du temps de Abdoulaye Wade, je croyais que le Sénégal était devenu émergent parce que c'est ce qu'il disait, non? Aujourd'hui, on nous dit on est au seuil de l'émergence et maintenant on nous dit on fait un plan pour être émergent. Ça veut dire quoi être émergent économiquement? Ce dont on rêve pour notre pays, c'est un pays stable, encore plus démocratique, prospère. Et ce genre de plan-là, y participe. Émergent, développé ou pas, ça sont des... mais pour que cela fonctionne, il faut des critères de gouvernance. C'est-à-dire il faut l'efficacité. On ne peut pas faire un plan sur le papier et après dire l'argent est là, mais il n'y a pas de projet. Pour qu'il y ait l'efficacité, il faut la franchise de l'information. C'est-à-dire que je ne sois pas sceptique quand vous me dites il y a tant de milliards disponibles. Parce que je dis, qu'est-ce qu'il dit? La presse. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, donc je n'ai pas les éléments. Donc, il faut une gestion efficace, la franchise de l'information, la légitimité des autorités chargées de piloter ce genre de choses, et puis la participation citoyenne, un pluralisme. C'est-à-dire qu'il faut un climat à la fois politique, social, sociologique, économique sain pour que le Sénégal soit prospère, émergent, développé ou pas, qu'il devienne prospère. Et donc, il faut que ces clignotants-là soient ouverts. C'est-à-dire qu'il faut que l'espérance revienne, pour que l'initiative privée revienne, pour que des projets soient ficelés, etc. Ce serait tout juste aberrant, dans les besoins économiques que nous avons, de dire qu'il y a des milliards disponibles, mais on ne peut pas les financer faute de projets. Mais justement, Marouane, c'est ça le débat. Pourquoi nos pays sont dans ces genres de situations-là inefficaces pour justement mettre en place ce qu'on appelle les crédits, les suivre, quand on met 5 francs dans un hôpital, qu'on soit assuré qu'effectivement ces 5 francs ont été bien dépensés. Parce qu'au Sénégal aujourd'hui, les députés votent le budget de l'État du Sénégal, mais on ne fait jamais de bilan du budget pour voir est-ce que l'argent qui a été affecté est allé effectivement là où il doit aller. Alors, je ne voudrais pas, tu m'appelles, un petit détour. Non, mais quand je fais référence à 1989, c'est quand même dire, regardons chez nous, hein, parce que même l'idéal, comme il dit, que les hommes naissent égaux, libres et tout ça, on peut le trouver chez nous à travers un certain nombre de révolutions, d'États et tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est bien beau, les hommes naissent libres et égaux, mais si on ne fait pas attention, en 2017, c'est Marine Le Pen qui va arriver au pouvoir. Hein, c'est les derniers sondages. Le Front National va arriver au pouvoir. Donc c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir. 1789 n'a pas empêché les colonisations de continuer. Bon, je voulais parler tellement mais c'est juste, j'étais dans la symbolique. Et pour revenir maintenant à ça, moi je pense aussi, il faut pas, souvent on dit qu'il n'y a pas la capacité, mais il y a les procédures aussi qui sont très complexes. Très complexes. Moi je travaillais sur ce qu'ils appellent les calls. L'Union européenne, ou bien qu'il y a, on dit il y a tant d'argent. Et vous faites des programmes calls, tout ça. Et je vous dis que c'est à la limite très éprouvant. Ce n'est pas une question qu'il n'y a pas la capacité, mais ils ont des critères d'éligibilité qui sont des critères d'encadrement extrêmement compliqués. Donc moi je pense aussi que nos États doivent avoir cette souveraineté, il parlait de souveraineté de la justice, mais la souveraineté politique, pour effectivement aussi travailler avec eux pour voir un certain nombre de critères qui vont nous permettre, qui ne sont pas des critères, je suis d'accord, de rigidité, ce que vous voulez, principe de bonne gouvernance et tout, pour nous permettre d'avoir quand même des programmes moins compliqués en termes d'indicateurs de suivi, de gestion par les résultats, tout ce vocabulaire qui accompagne le décaissement du système financier international qui est aligné sur le système capitaliste. Moi je pense également... Mais est-ce que c'est pas normal? Parce que c'est ces pays qui prennent l'argent. C'est de l'argent. Je dis que c'est ça le problème. Et le Sénégal émergent,
nous avons été piégés. Le Sénégal va présenter un document qui s'appelle le Sénégal émergent. Le Gabon a aussi le Gabon émergent. Le Cameroun, j'ai vu Cameroun. Et c'est la même matrice. Les infrastructures, les autoroutes, les machins, etc., etc. Le problème maintenant, et c'est notre drame, si on a un bon programme et qu'il n'y a pas une bonne vision politique, quelle est la place du Sénégal aujourd'hui, ne serait-ce que dans la sous-région CEDEAO? Je parle maintenant au niveau économique. Quelle est la place du Sénégal au niveau de l'Afrique? C'est-à-dire que tant que nous sommes là, le programme, parce que je viens de lire une contribution très intéressante d'Ibrahim Hassen, qui parle du retour de l'ajustement structurel par les coûts. Et qu'il y a une loi rectificative de 2014 qui va arriver et qui parle même d'indemnités élevées, de la masse salariale. Le discours revient. La masse salariale est excessive, nous avons 100 000 et quelques agents, la fonction publique, ça coûte à l'État 700 et quelques milliards, dont 300 milliards, etc., etc. Donc pour moi, aujourd'hui, si nous ne revenons pas en disant que l'avenir économique de ce pays n'est pas lié à l'avenir des pays de la CEDEAO, est lié à l'avenir des pays de l'UEMOA, est lié à l'avenir des pays africains, et qu'aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là qu'on conçoit nos plans comment on appelle, d'émergence économique, et que, je n'ai pas dit que nous allons couper, non, mais donc, travailler aussi à avoir une gouvernance, même mettre en commun notre expertise, nos capacités. Le Sénégal peut aujourd'hui mettre au niveau de la CEDEAO, au niveau d'autres, avoir une unité de composantes, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous l'appelez, un grand ministère panafricain qui travaillerait sur les infrastructures, les programmes et qui négocierait. Voilà, moi, à peu près la sortie. Au Sénégal aujourd'hui, je vous dis, il y a des capacités, quelque part. Mais le problème maintenant, c'est vrai, quand vous dites que l'argent est là, et comme il a dit, bon, je ne sais pas, mais l'argent est là et les programmes. Quand même que le Sénégal, qui avait l'habitude de faire de bons programmes, d'ailleurs les autres disaient venez au Sénégal, bon, ça me pose un problème. Mais cela, c'est le piège, comme je disais, il faut sortir un peu du Sénégal. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, nos gouvernants ne pourraient pas plus compter sur les forces en interne, mobiliser l'épargne nationale pour financer nos projets, au lieu justement de continuer à subir le dictat du FMI et de la Banque mondiale par rapport au projet qu'on doit financer? Alassane, il faut éviter ce genre de lieu commun. C'est une question, hein? Oui, oui, j'y réponds. Ni un défenseur de la France, ni de la Banque mondiale, ni du FMI. Si ça permettait de développer l'Afrique, on aurait été développé depuis très longtemps. Je suis là pour parler de mon pays que j'aime et il faut éviter. C'est juste que nous sommes dans un contexte de globalisation, de mondialisation. On peut le dénoncer comme on veut, etc. Et les choses sont totalement articulées. Je veux dire, le Sénégal ne va pas émerger dans une CEDEAO qui est un océan d'instabilité. Le Sénégal ne va pas émerger s'il reste dans un huis clos avec la France. Le Sénégal ne va pas émerger s'il coupe les ponts avec ses liens historiques avec la France ou sort du système international financier, etc. Je veux dire, il faut de l'intelligence politique et économique aussi. À côté de la dénonciation des travers du système international, il faut jouer sa carte dans ce système. Ce système existe, il faut aussi être réaliste. Je veux dire, intellectuellement, c'est très intéressant de dire, effectivement, les procédures sont très complexes, il y a des dictats. Bon, une fois qu'on a dit, on fait quoi? On va vivre en vase clos? Bien sûr que non. Donc, du point de vue national, du point de vue sous-régional, du point de vue continental, du point de vue du système international, qu'est-ce qui va faire que nous soyons compétitifs? Et le programme Sénégal émergent avait une vision, c'est-à-dire cette cohérence-là qui articulait le partenariat. Les partenaires du Nord, mais aussi les partenaires de la sous-région, les partenaires publics-privés sur place, qui permettaient de mobiliser l'épargne nationale. Alassane, entre nous, si l'épargne nationale suffisait à développer le Sénégal, on le saurait. Donc il faut aussi éviter, par idéologie, de tomber dans l'autre travail. Oui, mais il y a une question qui a été posée par les gouvernements et qui s'offusque de cela en disant que le code des marchés qui a été mis en place est tellement contraignant que pour payer même la commande publique, il y a des problèmes, des contestations. On voit aujourd'hui ce qui se passe dans les journaux, la bataille entre les hommes d'affaires par rapport à un truc bien précis, un marché, et que ça plombe un peu l'économie des pays. Alors qu'en France, le code des marchés n'existe pas.
Attention. Une chose est évidente, le pays des codes, c'est la France, et là, pour le coup, c'est une tradition très centralisatrice, très procédure, très jacobine, plombe un peu parce que nous cumulons à la fois la lourdeur de l'administration française et nos pesanteurs sociologiques. Donc, c'est un héritage comme ça, donc code des marchés, etc. Et là, pour le coup, justement, mais il y a des remèdes par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous contextualisez les choses, et que vous êtes dans le cadre d'un partenariat et que des procédures sont lourdes, la finalité, c'est l'émergence, le développement, la plus-value, que sais-je encore. Vous dites que, mais par rapport aux techniques qu'on adopte pour cette finalité-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui permet de garantir un mode code des marchés publics fiable du point de vue des transparences, mais qui simplifierait les choses et faciliterait l'investissement? Je veux dire, nous avons l'expertise technique pour le faire. Nous n'avons pas besoin de plaquer un code qui est issu d'un autre contexte. Dans le même temps, il faut garantir totalement la transparence de ces marchés. Parce que le vrai fléau, c'est aussi la corruption. C'est pour ça qu'on a un code des marchés publics. Mais c'est pas parce qu'on va lutter contre la corruption qu'on va plomber les investissements, parce que les procédures seraient extrêmement contraignantes. Et dans le cadre d'un partenariat, lorsque des techniques et des procédures sont très contraignantes et qu'on ne peut pas les appliquer, il faut le dire aux partenaires. Sa finalité, c'est d'avoir retour sur l'investissement, ou alors de ne pas accepter cet argent-là si on ne peut pas le dépenser du fait des procédures. C'est la réciprocité, c'est la négociation, et le Sénégal a les ressources humaines et l'expertise pour adapter à la fois son code des marchés publics et négocier sur le plan mondial. Justement, Mao, est-ce que c'est pas ça le problème, le code des marchés qui est mis en place, qui semble être plaqué de l'extérieur, alors que ces pays-là qui prennent l'argent au Sénégal n'ont pas ces codes aussi contraignants pour le financement de développement? Mais je suis tout à fait en phase avec votre point de vue, parce que moi, je dis que je suis sociologue, mais pendant quand même 15 ans, j'étais chargé de programme. J'ai négocié beaucoup de programmes, j'ai mobilisé de l'argent, j'ai travaillé sur les procédures des Nations Unies, Banque mondiale, tout ça. Donc, pour vous dire, à mon avis, je reviens encore sur cette question qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer l'économie de la monnaie. Je veux dire, je ne sais pas l'économie de la monnaie, mais je veux dire que c'est extrêmement important. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance africaine et fait partie de la CEDEAO. Moi, je pense que c'est possible aujourd'hui d'avoir des réponses. À mon avis, l'économie... Et la réponse pour vous, c'est quoi? C'est d'avoir sa propre monnaie, c'est ça? D'avoir une monnaie, non, une monnaie CEDEAO, une monnaie quelque part CEDEAO qui sort un peu plus de... Il y a déjà CFA, c'est l'IMOA, CEDEAO, beaucoup plus, premièrement. Deuxièmement, je suis d'accord avec... Je dis que les procédures, il faut les revoir. Mais nous, on n'est pas... Les rapports de force ne sont pas à nos faveurs, parce que nous sommes demandeurs. Il faut créer les rapports de force. On va voir, quand on va discuter tout à l'heure de l'Ebola, il y a beaucoup de cas au Nigeria, je ne veux pas anticiper, mais le Nigeria, ce n'est pas la Sierra Leone. On ne va pas imposer ce qu'ils imposent, etc. Je dis qu'aujourd'hui, quand vous êtes en situation de négociation, c'est une question de rapport de force, la négociation. Et je pense que si nous sommes ensemble, on aura beaucoup plus. Si on présente ce qu'on appelle, c'est comme à un moment donné, dans le système des Nations Unies, chacun présentait. Et ensuite est venu l'ère de ce qu'on appelle les joint programmes. Les joint programmes. One UN, c'est-à-dire un seul drapeau UN, et vous présentez des programmes ensemble. On aurait dû présenter un programme avec le Mali, les deux Guinées, etc. Et on négocie sur le marché intérieur. Je ne suis pas contre qu'on négocie, mais on aurait dû avoir des programmes qui sont des programmes sous-régionaux, etc. Et on négocie avec. Et je vous assure, dans ces conditions, ça va changer. Mais si nous, là, insignifiants au niveau du marché, je veux bien la globalisation. Mais dans la globalisation, il y a quand même aussi des discriminations. Les poids ne sont pas les mêmes dans la globalisation. Donc pour moi, la réponse aujourd'hui, la vision politique, elle doit sortir du Sénégal. Il ne doit plus être la vision Sénégal avec combien de régions, 14 régions, un petit marché, etc., etc. Donc pour moi, aujourd'hui, pour jouer sur les rapports de force, pour avoir nos propres procédures qui prennent en compte la transparence, comme vous dites, et tout ça, une bonne gouvernance, des indicateurs de bonne gouvernance économique et de l'utilisation des fonds
avec des possibilités de revue des pairs, de revue des politiques publiques, de revue de la mise en œuvre des programmes. C'est des mécanismes de suivi et évaluation. On aurait pu l'avoir. Il y en avait au niveau de l'Union africaine, avec la revue des pairs, le mécanisme au niveau du NEPAD et tout ça. Mais c'est des mécanismes qui ne sont pas opérants. Donc pour moi, aujourd'hui, l'Afrique a intérêt, avec les richesses que nous avons, à partir, à faire des programmes, joint programmes, des programmes communs, ensemble, entre pays. Je ne parle pas comme ça de façon mythique, mais je prends déjà les réalités qui existent. L'UMOA existe. La CEDEAO, c'est des réalités sous-régionales. Si on partait, on négociait ensemble des choses, par exemple au niveau, il y a tout cet aspect d'infrastructure au niveau du PSE. Il y a cet aspect agricole. L'agriculture aujourd'hui doit être une agriculture, comme on dit chez nous, inclusif. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte le Mali, le Sénégal. Il faut, à mon avis, voilà ce qui peut nous permettre de renverser les rapports de force et les dictats. Ousmane Khouma, avec cette analyse aujourd'hui, beaucoup disent à travers le monde, l'Afrique, c'est le prochain pôle de croissance. C'est les pays où aujourd'hui les plus grandes économies africaines aujourd'hui du monde sont africaines, les 5 premières sont africaines. Mais les Africains se demandent, le temps de l'Afrique dit, ou bien que l'Occident dit, est-ce que les Africains eux-mêmes comprennent ce temps de l'Afrique? Ce sont des économistes très sérieux qui disent que c'est le continent de l'avenir. Est-ce que le continent lui-même est conscient que c'est le temps de l'Afrique? Ce sont deux choses complètement différentes. On a beaucoup parlé de symboles et de perception. C'est-à-dire qu'une réalité est, les personnes constatent les difficultés, mais de grands économistes vous disent, du fait des ressources, de la population, de la jeunesse, de tel aspect, voilà le continent de l'avenir, parce que partout ailleurs c'est fini. Concrètement, les populations ne le vivent pas. Et à partir du moment où les populations ne vivent pas ça concrètement, ce que vous pouvez susciter, c'est l'espérance. Et l'espérance repose sur des visions avec des réalisations par étapes concrètes. Et dans ce fameux rapport de force des relations internationales, elles ont toujours été conflictuelles. Le monde n'a jamais été beau, jamais angélique. Ce sont des rapports de force partout, y compris avec votre propre voisin au niveau national. Et il ne faut pas se tromper dans les échelons. Vous avez l'échelon national, sous-régional, régional et international. Et bien sûr qu'il faut aller ensemble. Mais comment vous pouvez avoir la CEDEAO, l'UMOA et combien d'autres organisations dans ce même espace-là qui se font des concurrences et partir en disant on va gagner dans le rapport de force? Vous voyez ce qu'est l'Union européenne. Vous connaissez, puisque vous avez beaucoup évoqué l'histoire de France, la rivalité entre l'Allemagne et la France. Mais ils savent très bien que s'ils ne font pas l'Union européenne, ils sont tous deux perdants. Et pourtant, il n'y a pas rivalité pire d'un point de vue historique. Alors il faudrait peut-être réussir l'intégration africaine, mettre un terme à l'émiettement aux concurrences et aux échelons national, sous-régional, etc. Articuler cela pour comprendre que nous sommes dans le même bateau et dans le rapport de force vraiment posé et faire que la prédiction de bons économistes, de grands économistes crédibles, que l'Afrique est le continent de l'avenir, soit perçue comme une réalité par les populations africaines. Mais la réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est celle d'Ebola qui a attaqué la Guinée, Sierra Leone, le Libéria. Aujourd'hui, on en parle d'un cas au Sénégal, on a d'autres cas importés au Nigeria. Mais comment aujourd'hui peut-on gérer cette situation sur la dimension d'abord sociologique? Moi, je pense que sur la dimension sociologique, ça nous renvoie à un peu des formes de représentation. Les épidémies, quand il arrive souvent dans les sociétés, ça peut être une malédiction. On pense que c'est une malédiction. Et je pense qu'également aujourd'hui, moi, je vais venir au niveau sociologique en termes, comme il disait, il nous invitait aujourd'hui, comment voir ça du point de vue sociologique. Du point de vue sociologique, nous avons des contradictions extraordinaires qui font que nous avons des habitudes, des comportements, par exemple nos comportements de rituel des morts, donc nous avons des pratiques qui quand même prédisposent à développer la salutations, la flambée. La salutation. Ils utilisent la flambée du virus. Les salutations, oui, etc. Les salutations, autre chose. Et puis le contexte global
qu'il y ait quand même un complexe où vraiment, c'est pourquoi quand j'entends des discours sur émergents et tout, et que quand tu passes dans les rues, il y a des problèmes d'hygiène publique énormes problèmes d'hygiène publique. Donc pour moi, aujourd'hui, la question qui se pose du point de vue de la sociologique aussi, nos formes d'habitat, nos formes, je veux dire, de socialisation, de sociabilité, les fêtes et tout, on ne peut pas les interdire. Nos formes aussi d'État, les États qu'on a hérités de la colonisation, Sénégal, Guinée et tout, ne correspondent pas à des réalités. Le Fouladou, je regrette, c'est des espaces où les gens circulent entre la Guinée, le Sénégal, en passant par l'entrée par Kolda, l'entrée par Tambacounda. C'est quand même une circulation qui est quand même séculaire, qui est une circulation et des relations qui datent d'avant les frontières, d'avant la pause pour dire ici c'est le Sénégal, là-bas c'est la Guinée, et qui est le fait colonial dans une certaine mesure. Donc nos États auront énormément de problèmes parce qu'il y aura une circulation. La mobilité aujourd'hui, c'est une mobilité dont les États n'ont pas de réponse en termes de contrôle des frontières. Parce qu'il y a une mobilité de parenté, tu ne peux pas empêcher Halpulaar de Guinée de venir voir ses parents au niveau du Sénégal. Tu ne peux pas empêcher un Guinéen de venir au Dakar. Donc, aujourd'hui, la fermeture des frontières va être en conflit avec certaines pratiques socioculturelles. Ça pose énormément de problèmes. Comment gérer cette question, justement, qui est très délicate sur le plan politique, économique et social? Mais de la franchise de l'information, la transparence, de l'anticipation, parce qu'avec la mobilité, la circulation, etc., il est évident que tous les États finissent par être concernés. Donc si on n'a pas la bonne information anticipée et prendre les mesures nécessaires, ça va être vraiment une grande difficulté. Parce que là, économiquement, c'est sûr que beaucoup de pays vont perdre des points de croissance, même si ça ne signifie pas grand-chose, parce qu'une psychose va s'installer, le tourisme, les investisseurs étrangers, la productivité même du point de vue des représentations, ce continent noir, la malédiction, quand il y a des Américains, on dit non, il y a un essai, donc on a réussi à les soigner. Quand il y a des Africains, il n'y a toujours pas de vaccin. Vous savez ce qu'a fait le sida et le paludisme qui tue encore beaucoup plus que tout le monde. Et donc, ça renvoie l'Afrique à sa propre responsabilité d'arrêter aussi par moment d'attendre des autres des miracles. Comment on peut soigner des Américains et ne pas soigner des Africains? Une vie américaine est plus importante qu'une vie africaine, mais à nous de montrer que nous valons la peine et donc prendre toutes ces mesures à la fois préventives d'hygiène, mais aussi des mesures curatives, de donner une bonne information, ne pas céder à la psychose et de savoir que c'est un problème sous-régional et régional et que du fait de la mobilité, il n'y a aucun pays qui peut hermétiquement fermer ses frontières. Je voulais sans faire le procès des politiques, mais vous savez, comme je dis au départ, ce sont ceux qui ont le pouvoir à chercher à construire les cohérences. Il faut une réponse sous-régionale. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci à mes invités, Ousmane Khouma, directeur des études de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il enseigne le droit public et la science politique à la faculté des sciences juridiques et politiques du CAD. Merci aussi à Mamadou Wan Dimao, sociologue, et qui a aussi travaillé dans les programmes de l'UNICEF et surtout pour la petite enfance. À la technique, Marie-Justine Diogo, au micro Alassane Samba Diop.